La C360 désormais sur la télévision numérique terrestre et c'est une très bonne dynamique qui enclenche pas mal bien sûr de situations heureuses pour les populations burkinabées. Nous sommes dans la dynamique de cette montée sur la TNT avec le tout premier numéro ici dans un autre habillage pour vous servir conséquemment à travers des thématiques qui engagent l'avenir du Burkina Faso. Regard sur l'avenir qui reçoit dans ce nouveau studio de la télévision C360 Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Imhotep Bayala, coordinateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, Labidi Naba, porte-parole du mouvement Face aux causes, mais également un membre influent de la CNAVC, et enfin Bakary Kaboré, il est juriste et analyste politique. Camarades, bonjour et bienvenue donc à l'émission. Et merci pour ce temps consacré à la C360. Nous allons parler bien sûr du sommet France-Afrique ou Afrique-France. C'est par euphémisme, donc il faut comprendre les choses. Pour comprendre, est-ce que déjà à ce niveau, on peut parler d'attente au niveau des pays de l'AES. Et en deuxième point, vers la fin de l'émission, nous allons marquer une halte pour parler de cette journée, et bien sûr consacrée aux traditions et aux coutumes au Burkina Faso le 15 mai. Vous le savez, décrété jour férié et chômé au Burkina Faso pour rendre hommage à nos ancêtres et magnifier nos traditions et nos coutumes. Camarade Traoré, l'Afrique se retrouve à Nairobi au Kenya face donc à la France à travers un sommet appelé Africa Forward, donc sommet France-Afrique, Afrique-France, bien sûr avec le président Emmanuel Macron. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étaient à l'appel donc de cette rencontre. Déjà, comment vous voyez l'opportunité d'une telle rencontre, d'un tel sommet? La France se réinvente dans un pays anglophone. Comme on a coutume de le dire, le chien ne change pas sa posture, sa s'asseoir. Bonnet blanc, blanc, bonnet, on s'imagine cette France colonialiste, méprisante, arrogante, n'a pas changé sa façon de faire. Comment la France, pour qui connaît le monde, se permet en Afrique de convoquer un certain nombre d'États pour parler de quoi? De la façon dont elle entend gouverner, exploiter et dominer. Si vous avez bien suivi, au cours de ce sommet-là, comme si c'était un marché pour parler de l'AES, la préoccupation française sur l'AES, mettre les phares sur l'AES, dire que depuis que la France n'est plus en AES, ces États sont en difficulté. Après eux, c'est le déluge. Mais c'est une autre façon de voir. La manipulation, le mensonge est au rendez-vous et des contre-vérités. Donc c'est un marché, une foire pour la France de se faire de nouveaux habits. Ils n'ont pas fini avec la francophonie, mais ils sont en train de faire de nouvelles conquêtes. Quoi qu'il en soit, le lion s'est revêtu de nouveaux habits pour amuser la galerie et attraper les moutons et les chèvres. Et je pense qu'en AES, les populations et les classes dirigeantes, les souverainistes, ont compris le jeu. Vous avez compris avec lequel le mépris souverain des États en AES. Le sommet de Nairobi est un non-événement, puisque la France, comme le général Tiani l'a dit, ne dort plus et paniquée depuis qu'elle a quitté le Sahel. Les acquis, le pétrole, l'or et l'uranium, ça empêche la France de dormir. Comment reconquérir le Sahel? Toute cette stratégie, tout ce manège. Vous avez vu le capital
les ingénieries maléfiques mises en place par la France pour reconquérir la recolonisation du Sahel. Si vous avez vu tous les groupes terroristes rassemblés, unifiés et coordonnés, qui a la manette? C'est la France, qui nous fait la guerre par procuration. Le camarade président a eu à le dire avec beaucoup d'à-propos que le terrorisme n'est rien d'autre que la recolonisation de l'espace AES et par qui? Par la métropole et la France. Et en cela, il faut savoir lire entre les lignes. Toujours, partout où il y a la guerre, partout où il y a les mouvements dits terroristes, c'est sur les ressources. Comment faire main basse sur les ressources en Afrique? Et ce sommet de Nairobi ne déroge pas à la règle. Depuis la conférence de Berlin jusqu'à nos jours, les impérialistes et les colonialistes ne changent pas leur façon de faire. Ils disent une chose et ils font le contraire. Le narratif. Sans eux, pas de paix en Afrique. Sans eux, pas de développement en Afrique. Mais ils se sont trompés d'époque et je pense que les autorités en AES ont compris le manège. Nous les attendons de fermeté de pied. Sinon, comment comprendre qu'au XXIe siècle, la France mobilise des populations, des troupes pour faire la guerre à sa place? Tous les groupes terroristes sont manipulés, financés par la France pour reconquérir son Eldorado perdu dans le Sahel. Donc la vigilance est de mise. Ce n'est pas demain la veille. La France ne changera pas. Et vous avez suivi à l'occasion, avant le sommet, une rencontre de Macron avec les influenceuses ou ceux qui font le buzz, ceux qui sont payés pour travailler pour la France, dérouter les opinions et faire douter les certitudes. Donc tout ce manège informationnel, la guerre informationnelle et toute la presse française se fait l'écho des mouvements terroristes, connaît tous les acquis, tous les méfaits et exagère en tout. En fait, c'est la France qui pilote le terrorisme au Sahel. Le connaître et prendre les dispositions qui s'imposent, je pense que c'est élémentaire et c'est fondamental. Toujours est-il que, en tout cas, en face, on ne dira pas comme le président Gbagbo, ce n'est pas maïs, nous les tenons à l'œil et je pense que les autorités de l'AES, à l'instar du camarade président Tiani et le président de l'AES, sont vigilants, ils sont en alerte permanente. La France ne nous fera pas de cadeaux, malgré tout le narratif qui est fait. Ils veulent le Sahel. Ils veulent recoloniser le Sahel et il nous appartient. Nous sommes à l'époque de l'hiver noir et la vigilance est de mise et la détermination et l'engagement et la mobilisation de nos populations et de notre peuple est en question. Voilà. Camarade Bayala, 23 milliards d'euros annoncés pour appuyer les pays africains dans leur quête de développement. Mais quand on regarde ces annonces et puis on écoute le discours final d'Emmanuel Macron, un discours pratiquement à 90% adressé aux États du Sahel, quel est votre commentaire? Non, je pense que Emmanuel Macron, en bon Tintin au Sahel, en Afrique, je pense qu'il doit avoir une sorte de dessin animé, Tintin au Congo. Voilà. Je pense que quand vous le regardez dans tout son circuit, de l'atterrissage jusqu'à aller faire la cuisine avec un maître cuisinier, courir, vous avez la caricature parfaite. Et je salue vraiment le sens d'imagination de ce réalisateur qui a, par anticipation, projeté un personnage comme Macron, mais dans une forme de série pour enfants. Et je pense que Macron n'a pas dérogé à cela. Et Théophile Obenga appelle cette posture 23 000 milliards, 23 milliards d'euros. Théophile Obenga appelle ça la diplomatie de l'infantilisation. Voilà. Voyez-vous, c'est-à-dire il vient confirmer qu'il n'a encore rien compris.
dans son African Forward, au fait c'est African Backward. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait pour être aussi taré sur les enjeux cruciaux du monde. Pour ne pas comprendre que la posture globale africaine, c'est une Afrique qui ne veut plus être biberonnée. Et ça, depuis Nairobi. Et parce qu'il y a une autre face du sommet qu'on ne nous a pas montré. Ceux qui étaient contre ce sommet. Absolument. Ceux qui étaient contre la présence de la France à Nairobi. Et ces gens-là étaient non seulement nombreux, mais des dispositions ultra-policières ont été prises pour assurer à ce tando colon tout le sentiment d'un certain confort. Mais qu'est-ce que ces gens qui étaient dans les rues là, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise que ce n'est pas seulement dans le cœur des populations de l'AES que le rejet radical et abject de la France est célébré. Dans tout humain africain sensible à la douleur du néocolonialisme, du colonialisme et de toutes ces atrocités qui nous ont arraché les hommes et les femmes les plus précieux, mais qui est encore aux aguets. Le 25 avril, le colonialisme français était à Bamako pour tuer Goïta. À défaut de Goïta, ils ont tué le numéro 2 du pouvoir. Et ce n'est pas n'importe qui. Et ce même colonialisme français arrogant se promène à l'est de l'Afrique pour vendre une illusion d'une France et d'une Europe civilisée. Au fait, la France, par ses élites dirigeantes, est un État primaire, au niveau primaire de l'évolution humaine. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer leur comportement. Le logiciel colonial n'arrive pas à être mis à jour. Quand, c'est un député de la France insoumise, française, qui dit que chaque fois que Macron est en Afrique, il lui est impossible de se comporter autrement qu'en colon. Et quand vous regardez toutes les caractéristiques de sa présence à Nairobi, mais c'est le colon, c'est le maître qui met la discipline, qui crie sur des chefs d'État. Hey, taisez-vous. Sinon, je vais vous faire sortir. Attention, j'ai 23 milliards d'euros à vous offrir. Vous avez intérêt à vous ranger. C'est de l'infantilisation, c'est de la surenchère manquée. Et le fait que Macron déporte un sommet de la France-Afrique en zone anglophone est révélateur du malaise colonial vécu par la France. C'est-à-dire que la France n'est pas arrivée encore à faire le deuil de son échec cuisant et tonitruant. Il ne s'attendait pas à cette raclée que l'AES lui a fait. Jusqu'à aujourd'hui, il digère très mal. Donc, pour ne pas proclamer la fin des sommets France-Afrique ou Afrique-France, alors il faut tenter un sauvetage en allant l'organiser en zone entre griffes moins hostiles. Sauf que cette zone moins hostile, c'est la plus proche des convictions politiques que déroulent les leaders de l'AES. Les plus grands soutiens dans les rues de Nairobi, vous avez des bus, et certainement Macron a dû voir ces bus estampillés Ibrahim Traoré, our hero, notre héros. Ils ont dû voir ces slogans du camarade président Thomas Sankara, tué par la France et par ses soins. Donc, je pense que c'est une tentative de déportation du colonialisme, une fois de plus, manquée, ratée, et qui révèle une France ridicule et qui refuse de grandir. Et c'est aussi le signe que, malgré son effort de déportation du colonialisme de la zone française vers la zone anglophone, sous couvert de coopération, parce qu'il semblait dire, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, que l'Afrique n'est plus un précaré.
Mais en même temps, dans le même discours, il dit que l'Afrique est un jeune continent. C'est un discours bourré de contre-vérités, d'un traumatisme mental dont souffre Emmanuel Macron. Et je dirais plus grave que celui dont a souffert Nicolas Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop lorsqu'il disait que l'Afrique noire n'était pas encore rentrée dans l'histoire. Lui, il allait dire que l'Afrique est le plus jeune continent. C'est une falsification mondo-vision de l'histoire de l'humanité. Là où l'humanité a eu ses premières prémices, c'est là-bas qu'il allait trahir l'histoire elle-même. Que faut-il attendre de plus? La France, le colonialisme français refuse de mourir, mais l'AES est vigilante pour lui apporter le coup de grâce. Tout à fait. Et sa souffrance en étant déporté dans cette zone, mais tout en commençant, c'est-à-dire la tête est à Nairobi, le cœur, les yeux et les intérêts sont en AES. Macron n'est pas assez con, parce qu'il sait que le Sahel central est une zone, c'est un scandale géologique illimité. C'est son ancêtre. Le général de Gaulle qui disait dans une interview, le Sahara, ce Sahara, nous devons tout faire pour y rester parce que ce Sahara est immensement riche qu'on ne peut le penser par aucune autre zone géographique du continent africain. Oui. Eux, ils ont les renseignements là-dessus. C'est les Sahéliens qui servent la cause du terrorisme, qui se retrouvent en Belgique. Ces terroristes politiques déguisés en ambassadeurs de la démocratie. Ces terroristes blanchis en défenseurs des droits humains, assis à Bruxelles, avec un agenda pour le retour de la démocratie. C'est eux qui sont dans l'illusion. En attendant, nous savons très bien que Macron ne pouvait pas faire autrement que d'avoir la tête, le corps, d'avoir le corps à Nairobi et l'âme, sa conscience et sa mentalité en AES pour continuer à fustiger. Pour des gens même qui ne sont pas là. Pour des gens que vous avez caractérisés de non conformes à vos normes et qui vous ont fait le bonheur et le plaisir de ne pas venir vous agacer. Ils n'étaient pas là. Goïta n'était pas là, Tchiani n'était pas là, Ibrahim Traoré n'était pas là. Mais ils étaient présents dans la tête de Macron parce qu'il les traumatise. Il les hante. Ibrahim Traoré hante Macron à un tel point que même de jour, il tremble de peur. Absolument. Camarade l'avait dit, c'est vrai, quand on regarde, c'était un sommet au départ donc, qui était organisé pour parler de développement, d'avenir, etc. entre la France et puis l'Afrique. Mais au final, le discours tenu par Macron, nous avons l'impression que c'était un sommet France-AES. Oui, tout à fait. Comme le camarade Bayala le disait, dans tout son discours, dans tout son comportement, l'âme de l'AES était justement dans tous ses propos. À chaque fois, il a convoqué justement la souveraineté de cette partie de l'Afrique sans la nommer, en disant, ben voilà, il y en a qui sont partis, mais il est sûr que voilà, il y aura un retour. Donc, c'est à peu près le discours qui a été donné. Et c'est un discours subtil pour dire que, ben voilà, il y a quelque chose qui est fait. Ne regardez pas ce qui se passe au niveau de l'AES. Parce que, c'est vrai, il n'a pas voulu aller en guerre frontale. Parce qu'il sait que le peuple africain, donc le peuple de Nairobi, disons du Kenya, est résolument tourné vers justement la dynamique impulsée par voilà, par l'AES. Et donc, aller frontalement, mais c'est se livrer à des jets de pierre de cette jeunesse qui, désormais,
va là où il faut pour prendre et pour marquer justement sa responsabilité et bien sûr marquer sa dignité. Aussi, cette rencontre-là, franchement, moi j'ai fait un parallèle. Tout de suite, quand je regardais, ça m'a ramené tout de suite en 1958, quand justement la France déconfie au Vietnam, est chassée, est en prise à des difficultés énormes en Algérie, et donc dit, écoute, en Indonésie et tout, dit, écoutez, on va vous octroyer vos indépendances. Il fait un carnaval dans les différents pays, avec 2 jours d'écart. Bon, vous avez votre indépendance. D'abord, il va en Guinée où il prend une raclée. Il se dit, mais attends. Donc, ça m'a ramené à ça. Aujourd'hui, la France a été chassée, manu militari, par justement, disons, dans l'espace AES. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient, comme le camarade Traoré le disait, l'impérialisme, c'est comme le chien, hein, qui ne change pas sa manière de s'asseoir. Elle revient, non pas dans un pays francophone. Là, elle change de posture. Elle va dans un pays anglophone. Et dit à partir de là-bas que la France, l'ambition de la France porte tous les pays africains en elle, dans le sens justement que nous avancions ensemble vers elle aussi, son Eldorado, qui n'est rien d'autre que l'Eldorado de la France, Tout à fait. sans les Africains. Et donc, elle y va, elle va avec le même format qui nous a été imposé depuis les indépendances, c'est-à-dire la France, Afrique. Et c'est à ce niveau que moi je voudrais interpeller la jeunesse africaine. Les dirigeants là, sincèrement, ce n'est pas demain la veille pour que ces dirigeants-là prennent leurs responsabilités. Parce que rien que ce format, France-Afrique, ne devrait pas mobiliser un chef d'État. Il lui fallut avoir d'abord un format de rencontre. Si rencontre il y avait. Mais, comme il avance en terrain conquis, avec des dirigeants, permettez-moi le terme, stipendiés, qui sont justement aussi en train de chercher leur assise avec le maître, pensant que par cette assise, ils s'asseyeront durablement au sommet de leur pays, mais ça favorise justement que cela vienne. Et il ose dire que 23 milliards seront mobilisés pour vous. De ces 23 milliards, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a 14 milliards que eux, en tant que France, pensent apporter. Et les 9 autres milliards, c'est justement les Africains. Mais dans ce mécanisme de mobilisation des ressources, ce n'est rien d'autre encore que l'enracinement de l'impérialisme français dans ces différents pays où elle pense justement apporter cette aide. Puisque nous savons, qu'est-ce que l'aide française nous a donné? Aujourd'hui, nous vivons mieux dans l'AES parce que nous n'avons plus et nous ne voulons plus d'aide française. Ces aides sont justement le mécanisme d'enracinement de la domination et de l'exploitation française, puisque c'est encore notre uranium, notre coton, notre cacao, notre or, qui sont subtilement volés et transformés par une alchimie économique ou économiste pour être réinjectés dans nos pays comme de l'aide. Donc, c'est dire que ceux qui ont applaudi pour ça n'ont rien compris, et c'est le peuple sur qui nous comptons, cette jeunesse panafricaniste, puisqu'il dit, il dit
que lui, il est panafricaniste. Que c'est eux les vrais panafricanistes. L'hôpital qui se moque de la charité. Franchement, là, c'est-à-dire que c'est vraiment Tintin au Congo. Non. Et moi, je pense que, en tant qu'Africains, nous devons désormais obliger ceux qui ne comprennent pas, les servants locaux de l'impérialisme, les petits bourgeois qui verront dans ce discours-là, ah, oui, mais voilà, la France, elle n'est pas tant celle que les autres, dans les ronds-points ou autres, sont en train de fustiger. Non, c'est un grand partenaire. Elle promet 23 milliards. Et elle dit d'ailleurs qu'elle est un vrai panafricaniste. Et elle dit aussi des choses qui rentrent dans le sens d'une certaine solidarité et d'une certaine communautarisme hein, entre la France et l'Afrique. Moi, je pense que c'est les leaders, justement, panafricanistes africains, les peuples africains et les chefs d'État de l'AES qui arriveront justement à asséner le coup définitif et fatal à ce comportement méprisant et condescendant que la politique politicienne française continue justement de servir Absolument. À nos États. Camarade Kaboré, la situation est intenable pour la France. Malgré donc l'absence des États du Sahel à ces sommets, malgré l'annonce de 23 milliards d'euros, la France même qui se cherche, en tout cas qui cherche ses marques, parce qu'elle est pratiquement étouffée par les nombreux crédits. Voilà donc la France grogne à travers les villes et les campagnes et la France promet 23 milliards aux États africains pour se développer. Comment voyez-vous ces annonces avec cette situation difficile à vivre? Parce que quand on écoute Macron, nous avons l'impression que le sommet, c'est vrai que c'est un sommet France-Afrique, mais ça ressemble à un sommet France-Afrique-AES. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, pendant le sommet, hein, les 11 et les 12 mai 2026 à Nairobi, c'est qu'on est convenu d'appeler sommet Africa Forward 2026. Je crois que c'est en fait, de mon point de vue, ce sont les derniers soubresauts d'un serpent dont la tête a été coupée. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être effectivement une victime innocente, une victime collatérale, si vous restez à côté du serpent dont la tête est coupée. Parce que le serpent, le corps saute, enlace tout, même les troncs d'arbres. Si vous êtes à côté, vous pouvez être victime de ce serpent avant qu'il ne meure, alors qu'il est déjà mort, la tête est coupée. Et donc, effectivement, on voit à peu près cette image dans le comportement de la France, à travers son premier responsable, Macron. Quand il se déplace, il y a, comme vous l'avez déjà dit, une hantise, effectivement, de l'AES. À chaque fois, partout là où il se déplace, il est comme s'il est obligé de parler de l'AES. Et ce que Macron a comme comportement aujourd'hui, c'est symptomatique, effectivement, du déclin de l'Europe. Parce que, effectivement, Macron est un symbole du fait que l'Europe n'arrive pas, là, l'Europe est déphasée, y compris par leurs grands frères les Américains qui les ont malmenés, lâchés, humiliés. Ils sont encore plus déboussolés par la montée fulgurante de la Chine, dont ils deviennent les esclaves. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les derniers esclaves qui sont en train de couper leurs chaînes en Afrique. Et effectivement, voilà pourquoi il est hanté, parce qu'ils le font avec succès. C'est l'exemple de l'AES. Il a oublié de se rabattre dans d'autres contrées, comme M. Bayala, le camarade Bayala l'a si bien dit, là où il a encore de l'audience, là où il pense, là où il croit continuer à s'accrocher à des rêves qui sont déjà perdus. Les 30 glorieuses, c'est fini, mais il n'a pas encore fait le deuil. Il continue. Alors, il y a un certain nombre d'événements et de propos que Emmanuel Macron a raconté depuis très longtemps, que je vais citer ici, qui sont symptomatiques de ce qui se passe. Pour la France et plus grand,
pour l'Europe et de façon générale pour l'Occident. Alors, vous savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps, et ils avaient un programme où ils disaient qu'effectivement, il fallait venir aider. Et il a dit, premièrement, qu'on ne peut pas, à travers des grands projets, stabiliser quelque chose de précis et de clair en Afrique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les femmes africaines sont font beaucoup d'enfants, et chaque femme africaine a au moins 5 à 7 enfants. Et qu'à travers ce nombre-là, on peut stabiliser pour les Africains. C'est Macron qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Alors, il vient après, il dit, alors on veut stabiliser, mais il faut qu'on les aide, il faut qu'on stabilise. Il faut qu'effectivement, les Africains cessent de faire beaucoup d'enfants pour qu'ils puissent tirer profit de la dividende démographique. Voilà, de quoi il se mêle, on serait tenté de le dire. De la dividende démographique. Et effectivement, en Afrique ici, on a trouvé effectivement des gens pour répéter mot à mot ce qu'ils disaient. Inconsciemment, sans savoir ce que ça voulait dire. Dividende démographique, ça ne voulait rien dire pour nous. Au contraire, c'était pour nous vous nous endormir davantage. Deuxième propos qu'il a dit encore, il dit, et lorsqu'il a constaté qu'effectivement, nous avions totalement raison, et nous avons toujours raison par rapport à nos politiques, il répond en Europe, en France, et il dit, il faut qu'effectivement, les femmes françaises commencent à faire beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement, il va falloir, voilà le mot qu'il a prononcé, le réarmement démographique. Il a parlé de ça en France. Oui, la même personne, en l'espace effectivement d'un mandat présidentiel en France, dit des propos totalement et purement contradictoires. L'Afrique doit bénéficier des dividendes démographiques, ne fait pas beaucoup d'enfants. Après, il reconnaît qu'effectivement, la démographie, c'est une force et c'est un symbole, c'est un critère même de développement et de grande puissance. Donc, il demande aux femmes françaises de faire beaucoup d'enfants. Parce que lui, il veut qu'il y ait ce qu'on appelle le réarmement démographique pour la France, mais de façon générale pour l'Europe. À quoi les femmes françaises ont répondu, nous sommes maîtres de notre corps, nous devons décider de faire enfant quand nous voulons. Alors donc, voyez-vous, voilà un peu des symboles qui se passent et ce qui est très dangereux pour ce monsieur qui est en train de prononcer des phrases et des propos contradictoires. Il ne sait plus à quel sens se vouer, il est perdu dans la politique parce qu'effectivement, ils ont perdu la main, ils n'ont plus toutes les cartes en main. Il faut reconnaître que désormais, c'est nous qui avons les cartes. Et Macron est en train de négocier ces cartes. Voilà pourquoi à chaque fois, il est hanté par notre politique, par nos choix stratégiques, par notre souveraineté conquise, par notre indépendance nouvelle que nous avons. Il a même, si vous permettez, il a même abordé la question de la monnaie du franc CFA. Lorsqu'il a été en entretien, on lui a posé les questions, il dit, mais alors que lui, la France, non, mais eux, ils ont laissé ça entre les Africains, et c'est qu'ils se sont retirés de tout. Ils ont peut-être, avec même la bénédiction et le soutien des Africains, gardé ce qu'on appelle effectivement, qu'on appelle ça, la garantie. Et que c'est en étroite collaboration avec les Africains qu'eux, ils ont conservé cette garantie. Il a dit depuis 2017 jusqu'à 2019, à Abidjan, il a échangé avec M. Ouattara et qu'eux, ils ont décidé de réformer le franc CFA au profit des Africains, puisque la France est retirée de toutes les instances. Voilà ce qu'il a dit. Et qui est totalement faux. Parce qu'effectivement, la France continue de tirer les manettes, la France continue de gérer le franc CFA, la France continue à charmalier de battre notre monnaie, d'imprimer nos billets, le franc CFA. Mais d'où le fait que le terrorisme se pointe avec des liasses, des camions entiers, des liasses. Vers Kidal, Salit ont été pris. Voilà. Oui. Merci. Pour distribuer, voilà, la version, qu'on appelle ça, actuelle, le modèle contemporain, effectivement, de ce qui s'est passé en Guinée lorsque le réseau Foka avait décidé de effectivement combattre le franc guinéen, Sékou Touré et par ricochet. Donc voyez-vous, voilà ce qui se passe. Le président Macron est en train effectivement de se fourvoyer plusieurs fois dans sa politique. C'est plus à quel sens se vouer. D'où vient-il qu'un pays le plus endetté veut venir investir 23 milliards pour un pays, pour un continent, tout un continent qui est très bien parti, qui a les richesses, qui a l'or. C'est, comme vous l'avez dit, l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà. Camarade, on va finir avec vous à ce sujet. C'est vrai, les États du Sahel n'étaient pas là, mais c'est tout commun parce que
l'ombre du capitaine Ibrahim Traoré a plané pratiquement sur Nairobi, sur le sommet. Et c'était difficile, hein? L'atmosphère était très lourde. Et Macron donc ne pouvait pas s'empêcher de faire un discours pour vraiment se dédouaner. Malgré tout ça, on a l'impression que la symphonie est inachevée. Parmi les attentes, est-ce qu'il y avait d'autres attentes qu'on peut relever ici par rapport donc à ces sommets? Bon, comme les camarades ont pu le dire autour de cette table-là, la France se trompe d'époque. Et la France est frappée de nanisme, incapable de réviser son logiciel, plaçant l'Afrique en situation d'enfance éternelle. Et c'est elle, la France, qui se pose en sauveur, en développeur d'Afrique. Et la France doit tout faire et assister l'Afrique pour son progrès et son développement. Tout à fait. Or, l'AES démontre le contraire. Comment un malade à un stade très avancé, la France n'est plus maîtresse, tout ce qu'elle avait de l'uranium au nom du Seigneur gratuitement, de l'or malien et de l'or burkinabé, la France est déstabilisée. Elle est en situation de précarité. Bientôt, la France est tellement endettée que la France apparaît comme un État failli, en dépôt de bilan. Mais elle propose 23 milliards d'euros. Voilà. C'est à ne pas vraiment à se demander, est-ce que le président Macron jouit encore de toutes ses facultés. De toutes ses facultés. C'est vraiment à dormir debout. Sans parler de l'iniquité qu'il y a en CFA et des dépôts de garantie du système CFA fait pour embrigader, dominer, exploiter les États africains. Car en fait, la dette n'est rien d'autre que les dépôts de garantie des fonds africains déposés chez elle qu'on reprête encore à l'Afrique. Oui. Donc, concrètement, il faut déconstruire. Psychologiquement, quand on regarde Macron, Macron est paniqué, omnibulé par le fait d'avoir été chassé en AES. L'uranium n'est plus acquis au nom du Seigneur, l'or et d'autres ressources. Et la France redouble d'ingéniosité pour reconquérir le paradis perdu, mais là encore, échec et mat. La déroute de Kidal et la déroute de l'envahissement du 25 avril dernier au Mali sont les témoignages actifs de tout un complot qui a été mûri depuis longue date, décrit par le président Tchani, disant voilà ce que la France est en train de préparer pour l'AES. Depuis le Tchad, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et l'Algérie, en accord avec l'Algérie, réveiller tous les groupes terroristes. Je disais précédemment que la France n'a jamais elle-même fait la guerre pour elle. À la Première Guerre mondiale, ils sont venus chercher les Africains pour faire leur guerre. À la Deuxième également, même chose. Et au jour du terrorisme pour recoloniser l'Afrique, c'est elle encore qui va se promener, recruter des mercenaires ukrainiens, la Légion française, pour venir nous faire une guerre par procuration. Donc la France est en déroute. Le sommet de Nairobi, quand on analyse psychologiquement le président français, à tout bout de champ est obligé de parler du paradis perdu qu'est l'AES. Ouais. Et la prise de conscience des populations en AES impacte sur tout le continent. Absolument. Le référentiel. L'AES, en quête de souveraineté, en quête d'indépendance véritable, indique aux Africains ce qu'il faut faire. Nous voulons être maîtres de notre destin et maîtres de nos ressources. Et en disposer comme on veut. Pendant ce temps, comme les camarades ont dit, Macron se présente en sauveur. L'Afrique d'une certaine époque, lui en tant que blanc, indique le nouveau fait rêver, veut faire rêver l'Afrique. Mais l'Afrique ne rêve plus. Nous sommes devenus grands et nous prenons notre destin en main. C'est la France qui doit rentrer dans l'histoire maintenant. Ouais, tout à fait. Elle doit se reconvertir, mais elle refuse. Et partout, vous avez vu, dans un passé récent, pour un oui, pour un non, Wagner,
et que les États africains ont quitté un maître pour un autre maître. Donc, dans son logiciel, l'Afrique ne saurait être indépendante, se prendre en charge. Il faut chaque fois un maître pour guider l'Afrique. D'accord. Ces façons de penser et ces façons de faire, là, ça pue le colonialisme, ça pue l'arrogance et ça pue la manifestation. Tout à fait. La manipulation. Et il faut voir la guerre informationnelle, tout le narratif. Macron, toute honte bue, estime que depuis que la France n'est plus en AES, les États sont en péril. Ce qui est vraiment, c'est scandaleux. On croit rêver. Est-ce que Macron est normal? Puisque maintenant nous maîtrisons les termes de la guerre. Le terrorisme a été délogé et maîtrisé dans tous les États de l'AES. Et Macron vient dire que depuis que la France n'est plus là, c'est le déluge. Un gros mensonge à destination des nouveaux convertis de Nairobi. Et si vous avez suivi ces sommets France-Afrique, depuis Macron est là, joue aux magiciens. De la France-Afrique, on est passé, la France avec la société civile et les jeunes Africains. On a vu le résultat que ça a donné. Après ça, ils viennent nous servir Nairobi, dans un pays anglophone. Vous n'avez pas encore fini avec la francophonie, vous êtes en train de reconquérir d'autres terres. Bon, vraiment, ça fait rêver et ça fait pitié. Absolument. Conclusion, il faut que les États du Sahel sont sur la bonne voie, avec la déculottée qu'ils viennent de servir à la France. Malgré ces mutations, la France s'est muée en terroriste et a été découverte. Elle s'est muée en information des vestiges de la démocratie. Elle a été dénoncée. Les droits de l'homme, elle a été dénoncée. En quoi est-ce que la vie des populations préoccupe la France quand elle est à la base de l'assassinat et de toutes les théories? La France est comptable de toutes les théories en AES. Tout à fait. Puisque c'est elle qui manipule et organise et finance et arme les groupes terroristes. Chaque fois, il faut le dire et le répéter. Le roi est nu, la France est nue. Nous avons pris conscience. En fait de terrorisme, c'est la recolonisation de nos États. Comment la France va faire main basse sur nos richesses? Les populations l'ont compris et je pense que les dirigeants en AES l'ont compris. Soyons vigilants et continuons de dénoncer et de nous armer moralement, culturellement, militairement, économiquement et de façon diplomatique pour réserver chaque fois une réponse appropriée à tous les tenants de l'impérialisme français et autres OTAN qui se sont assemblés pour faire déstabiliser l'AES. L'AES est sur la bonne voie. On dit qu'il triomphe sans obstacle et vous connaissez. Voilà. D'accord. Voilà, triomphe sans voilà. Merci beaucoup donc pour ces analyses. En tout cas, allez-y rapidement. Macron en même temps a fait comprendre au Sénégal de Diomaye. Diomaye qui refuse le rendez-vous de l'honneur et de la dignité, qui s'obstine avec une certaine arrogance, qui joue du ballon au boubou, du golf en boubou, il est maintenant au football en boubou. Et il lui prévient, et c'est en même temps un signal à envoyer à Sonko, que bientôt, Dakar, le Sénégal sera la cible des groupes terroristes. De quelle capacité Macron arrive-t-il à donner une telle information? C'est le signe qu'il est le coordonnateur de l'état-major du terrorisme international. Tout à fait. Et c'est en même temps un élément de chantage aux élans souverainistes de Sonko contre les élans de soumission et de vassalisation de Diomaye. Voyez-vous, là on n'est plus dans le terrorisme qui surgit à la tête par quelques enturbanés aux culottes coupées qui sautillent dans les broussailles. Non, là, on est dans le terrorisme comme infrastructure politique et militaire.
D'accord. Pour dérouler un agenda géopolitique, géominier. Et parce que en Mir, il a dit, bientôt, le pétrole sénégalais, on va commencer la production du pétrole sénégalais. Et que cela pourrait être le début pour déclencher des attaques, faire du Sénégal la cible des groupes terroristes, qu'il a déjà en union avec le pantin de la colonisation de la Mauritanie, le président mauritanien qui ne connaît même pas la superficie de son pays, déjà positionné en Mauritanie. D'accord. Et ils ont déjà les ordres et les agendas d'attaque. En le disant, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au pétrole. Et parce que Sonko et son groupe sont strictement opposés à l'idée de mettre sous tutelle, sous esclavage, l'exploitation du pétrole. D'accord. Ils veulent le faire absolument sous le contrôle et sous la souveraineté. Et la France dit, si vous prenez ce chemin, alors nous répondons par le terrorisme. D'accord. C'est à regarder de près. Absolument, on va revenir sûrement sur ce sujet la semaine prochaine car il y a beaucoup de choses à dire. On va rester avec camarade Bayala pour parler du 15 mai. 15 mai décrété au Burkina Faso comme la journée consacrée aux traditions et aux coutumes pour déjà comprendre la nature et la portée de cette journée car effectivement elle a suscité pas mal de réactions, des réactions souvent à la limite néfastes, des incompréhensions à certains niveaux. Justement, quelle est la nature et la portée de cette journée-là? Déjà, c'est encore saluer le courage et l'audace du camarade président. C'est historique. Ce qu'il a fait pour réconcilier l'Africain avec lui-même. Parce que la colonisation se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste par un agenda politique, par un agenda économique, par un agenda de communication, mais aussi il se manifeste, et je dirais même qu'il dort dans les religions. Parce que, qu'était l'Afrique avant de subir la colonisation économique, avant de subir la colonisation spirituelle, avant de subir la colonisation culturelle? Nous étions une entité autosuffisante, qui avions nos propres infrastructures économiques, nos propres infrastructures monétaires, nos propres infrastructures spirituelles, nos propres infrastructures politiques. Nous avions, par nous-mêmes, élaboré et mis en place tous les éléments de notre autosuffisance en tant que civilisation humaine. Et le 15 mai vient nous rappeler que la nature moderne de l'état dans lequel nous naviguons, sans savoir vers où nous partons, est un état néocolonial. Il faut nous reconnecter à notre authenticité. Et cela suppose une réhabilitation des us et coutumes, une réhabilitation des croyances primordiales qui ont existé avant l'islam et avant le christianisme. Et parce que, avant que l'islam ne s'introduise au Burkina, que le christianisme ne s'introduise au Burkina, les Burkinabés étaient des croyants. Ce n'étaient pas des athées. C'est une aberration d'un niveau que les auteurs qui prononcent des arguments de cette nature devraient avoir que de dire que les Burkinabés ont commencé à croire en Dieu avec l'avènement de l'islam et du christianisme. C'est une usurpation spirituelle et religieuse. C'est une tromperie frontale. Et je dirais, les auteurs de telles calamités n'iront pas au paradis parce qu'on n'y va pas alliance à la vérité. Alors qu'eux, ils trahissent la vérité. La vérité, c'est que nous croyions en Dieu avant que l'islam ne vienne même brouiller notre chemin, ou le christianisme ne vienne créer la confusion, parce qu'ils sont venus en conflit à ce qui existait. Ils ne sont pas venus parce que les traditions, les religions traditionnelles ont ouvert grandement les portes, ont donné des terres pour construire des églises, pour construire des mosquées et continuent de donner. Et d'ailleurs, ce n'est pas un péché. On dit que quand on a des croyances additionnelles, le plus important c'est de regarder le rôle de fabrication d'hommes et de femmes vertueux. Et effectivement, l'islam et le christianisme participent à améliorer la qualité morale de la ressource humaine, en lui disant de ne pas pécher. Ne serait-ce que cela, ça fait de ces croyances des croyances qui peuvent être, qui sont utiles
parce qu'elles participent à leur moralisation. Mais cela ne doit pas se faire en opposition à ce qu'ils ont trouvé. Cela ne doit pas se faire en confrontation avec ce qui existait. Et cela ne doit pas se faire dans des liturgies illimitées de diabolisation de ce qu'on a trouvé. Et c'est cela que le camarade président a rétabli. Et nous sommes honorés. Au niveau, par exemple, de mon organisation, 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, aujourd'hui, 13 mai, nous célébrons jour pour jour 13 ans de combat pour que l'Afrique soit restituée dans ses droits spirituels de façon égale et de façon souveraine, au même titre que tout le monde. Dieu est tellement important que tous les peuples se sont évertués à le penser. Et parce qu'il n'existe pas de peuple, le fait qu'on dise Dieu en Dagara, Nanwin, en Moré, Wende, en Gurunsi, Yi, en San, Lawa, en Gourmantier, Otienu, c'est la démonstration que Dieu a d'abord une dimension culturelle. C'est dans la culture et dans la linguistique qu'il se pense. Et c'est pourquoi les connotations d'un Dieu universel ne sont qu'une autre face, une autre escroquerie universaliste à sens unique. C'est-à-dire que le Dieu universel auquel nous devons croire ne doit pas être Outienu, ne doit pas être Nanwin. Ça doit être un Dieu qui s'appelle Dieu en français, God en anglais, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un acte réparateur, c'est un acte de justice, et il faut que chacun puisse comprendre que désormais, dans notre pays, on a les religions traditionnelles, on a le christianisme et on a l'islam. Et chacun doit veiller à ce que sa religion soit le mieux pratiquée, en symbiose et dans le respect des autres croyances, et que les animistes, les traditionnalistes veillent à ne pas blesser et à ne pas profaner les pratiquants de l'islam, et que les pratiquants de l'islam et du christianisme qui ont longtemps joui d'un boulevard de diabolisation des rites traditionnels, alors comprennent que désormais, au Burkina Faso, il y a le 15 mai qui dit que nous devons nous interconnecter, interpénétrer et intertolérer. Donc je pense que c'est un acte historique que Dieu et les mânes ancestraux nous donnent en paix le 15 mai, que chacun aiguise son couteau, chacun s'arme en achat de volailles, parce que nous devons célébrer les dieux afin que la paix, la concorde, l'amour et la prospérité nous habitent jusqu'à la prochaine célébration. Que Dieu et nos ancêtres nous donnent la bonne compréhension. Portez-vous bien. Merci.